Salut à tous, je suis le docteur Yetemou Miguel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Éducation thérapeutique, votre pharmacien plus près de vous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vitamine B. Je rappelle que c'est une série sur les vitamines. J'ai commencé par une première vidéo introductive sur les généralités sur les vitamines, suivie d'une autre vidéo sur la vitamine A. Donc cette vidéo est la troisième de la série. Je vous invite d'ailleurs à regarder les précédentes. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter la vitamine B. Je vais vous donner quelques sources, les principales sources alimentaires de la vitamine B, les principaux rôles biologiques de la vitamine B dans l'organisme, quels sont les apports recommandés. On va aussi parler dans cette vidéo de la carence en vitamine B, ce que cela peut causer et quelles peuvent en être les causes. On va parler en avant-dernier point du surdosage en vitamine B. Peut-il y avoir des doses excessives de vitamine B et si jamais vous prenez des doses excessives de vitamine B, quels sont les effets que cela peut causer sur votre organisme. Nous allons terminer la vidéo par les usages thérapeutiques de la vitamine B. Dans quelles indications, dans quel cas peut-on prendre de la vitamine B ou peut-on prescrire de la vitamine B? Bien, il faut dire que les vitamines, comme je l'ai dit dans la première vidéo, que je vous invite encore à regarder sur les généralités sur les vitamines se répartissent en deux principaux groupes, à savoir les vitamines liposolubles d'une part et les vitamines hydrosolubles d'autre part. La vitamine B fait partie des vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau. Et en fait, lorsqu'on parle de vitamine B, il ne s'agit pas d'une seule molécule ou d'une seule vitamine, mais il s'agit d'un groupe, d'un complexe, d'une famille de vitamines. Donc on devrait plutôt dire, à la place de la vitamine B, on devrait plutôt dire les vitamines B. Elles sont donc au nombre de 8. On a la vitamine B1, encore appelée thiamine, la vitamine B2, encore appelée riboflavine, la B3, encore appelée niacine ou vitamine PP, la B5, encore appelée acide pantothénique, la B6 ou pyridoxine, la B8 ou biotine, la B9 ou l'acide folique, et enfin la B12 ou cobalamine. Donc voilà les principales vitamines B que nous avons. Maintenant, parlons des sources alimentaires des vitamines B. Dans quel type d'aliments peut-on préférentiellement trouver de la vitamine B? On peut trouver de la vitamine B dans les aliments tels que les produits laitiers, donc à savoir le lait, le yaourt, la crème, le fromage, ainsi que les œufs et la volaille. On peut aussi trouver la vitamine B dans les fruits tels que la banane et l'avocat, qui sont très riches en vitamine B. On trouve la vitamine B aussi dans les noix et les graines entières telles que riz, maïs et autres. Et on trouve la vitamine B dans de nombreux légumes. Donc si vous êtes fan des légumes, n'hésitez pas à en consommer parce que ils vont vous apporter de bonnes quantités de vitamine B. Passons au rôle biologique des vitamines B. Commençons par la vitamine B1 ou thiamine. Elle est activée en TPP ou pyrophosphate de thiamine dans le foie. Et elle sert au métabolisme des glucides, donc elle sert à la production d'énergie à partir des glucides. Elle est aussi importante dans la dégradation de l'alcool par le foie. Donc elle est impliquée dans le bon fonctionnement du cerveau en particulier et du système nerveux en général, ainsi que des muscles, vu que ces organes utilisent préférentiellement les glucides comme source d'énergie. La vitamine B2 ou riboflavine est impliquée dans le métabolisme énergétique, donc la production d'énergie à partir des nutriments, protéines, glucides et lipides qui sont contenus dans les aliments que nous consommons. Elle est impliquée dans la production d'ATP à partir des glucides. La vitamine B2 est aussi impliquée dans l'érythropoïèse qui est la fabrication des hématies ou des globules rouges dans la moelle osseuse. Elle est impliquée aussi dans la synthèse des hormones stéroïdiennes telles que le cortisol, les androgènes et les oestrogènes. Donc, elle est importante pour le fonctionnement optimal de nombreux organes tels que la peau, l'œil, le système nerveux et les muscles. Concernant la vitamine B3, elle a un effet hypocholestérolémique, c'est-à-dire qu'elle diminue le cholestérol sanguin. Elle peut être très utile chez les patients qui ont des problèmes d'hypercholestérolémie ou de taux élevé de lipides dans le sang. Elle est aussi impliquée dans l'élasticité des artères et la production des hématies dans la moelle osseuse, encore appelée érythropoïèse, ainsi que dans le métabolisme énergétique et le fonctionnement optimal du système nerveux. L'acide pantothénique est impliqué donc dans le métabolisme énergétique, dans la performance intellectuelle. Elle permet d'accroître les capacités intellectuelles,
dans l'érythropoïèse, dans la synthèse des hormones stéroïdiennes, du cholestérol, des neurotransmetteurs, et elle est importante dans la réduction de la fatigue. La vitamine B6 ou pyridoxine, quant à elle, est impliquée dans le métabolisme énergétique et la synthèse des neurotransmetteurs tels que l'acide gamma-aminobutyrique, en abrégé GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur qui a donc pour rôle de diminuer l'activité neuronale. Elle permet la réduction de la fatigue, elle booste l'immunité et elle est impliquée aussi dans l'érythropoïèse. La vitamine B8, quant à elle, est impliquée dans le métabolisme énergétique et la production de glucose par le foie dans les situations telles que le jeûne. Elle est impliquée aussi dans le renouvellement de la peau et des cheveux. Elle booste l'immunité et elle permet de soutenir le système nerveux dans ses principales fonctions. La vitamine B9 ou acide folique est impliquée dans le métabolisme de l'ADN, qui est ce matériel génétique qui est contenu dans chacune de nos cellules et qui contient les informations nécessaires au bon fonctionnement de chacune de ces cellules, notamment à la multiplication cellulaire, la production de protéines, tout ce qui concerne la vie, le fonctionnement de la cellule. Elle est donc très importante, notamment pour les cellules à renouvellement rapide, telles que les globules rouges dans le sang, telles que les cellules de la peau ou les cellules digestives, entre autres. La vitamine B9 est donc aussi importante pendant la grossesse, parce que le fœtus peut être considéré comme un organisme à croissance extrêmement rapide. Donc elle est importante pour permettre que cette croissance se déroule dans de très bonnes conditions. Et donc elle favorise une croissance rapide et optimale du fœtus. La vitamine B12 ou cobalamine est impliquée dans le métabolisme énergétique, dans le métabolisme de l'homocystéine, dans l'érythropoïèse, dans la réduction de la fatigue et dans le système nerveux. Avec la vitamine B9, la vitamine B12 est une vitamine très importante. Elle est capitale pour la production des hématies dans la moelle osseuse. Donc pour faire un petit résumé concernant les rôles biologiques des vitamines B, les vitamines B sont en général impliquées dans le renouvellement cellulaire, dans l'érythropoïèse, dans le maintien d'une peau saine, dans le fonctionnement optimal des organes tels que les muscles, le système nerveux, pour booster l'immunité et dans le métabolisme cellulaire en général. Bien, passons aux apports recommandés. Quels sont les apports recommandés quotidiens en vitamine B? Bien, ces apports, comme vous pouvez le constater, sont généralement en de très faibles doses, quelques milligrammes et parfois même des microgrammes comme pour la vitamine B8 ou la vitamine B9. Donc voilà les apports recommandés au quotidien provenant de l'alimentation. Maintenant, au cas où vous prenez ces vitamines ou au cas où ces vitamines vous ont été prescrites pour des besoins médicaux, les doses qui vous seront administrées seront certainement bien au-delà des doses recommandées dans l'alimentation. Bien, passons aux carences en vitamine B. Commençons par la vitamine B1, dont la carence entraîne le beriberi. Les symptômes sont la perte de poids, la perte d'appétit, la fatigue, les troubles de la sensibilité, les troubles de la mémoire, les troubles de la concentration et quelques problèmes musculaires, fatigue musculaire ou douleurs musculaires. Les causes peuvent être variées. Ça peut être le VIH, cancer, l'hémodialyse ou l'alcoolisme. La carence en vitamine B2, quant à elle, est appelée riboflavinose. Les symptômes sont multiples. Il peut s'agir des troubles oculaires tels que rougeur, démangeaison, larmoiement, de la fatigue, de la migraine, des ulcères buccaux, des troubles de la croissance, une peau sèche, la chute des cheveux. Et elle peut être causée par une malabsorption de la vitamine B2, un régime végétarien ou alors l'alcoolisme. La carence en vitamine B3 va entraîner la pelacre, qui se caractérise par une dermatite, des signes digestifs tels que diarrhée, constipation, vomissement, des céphalées, de la fatigue, la perte de mémoire aussi. Les causes peuvent être un apport insuffisant en vitamine B3 dans l'alimentation ou des troubles de l'absorption dus à une maladie digestive. La carence en vitamine B5 peut se caractériser par des troubles cutanés à type de dermite ou d'alopécie qui consistent en une chute de cheveux ou perte des cheveux. Des troubles sensoriels tels que la paresthésie des mains et des pieds qui se caractérisent par un engourdissement, par des picotements ou par des brûlures. Des troubles gastro-digestifs à type de nausées, diarrhée, constipation, des infections respiratoires et les causes peuvent être un apport insuffisant, toujours la malabsorption ou encore l'alcoolisme.
La carence en pyridoxine est aussi très rare, elle peut se caractériser par une neuropathie périphérique, par des convulsions, par la dépression, par des anomalies de l'EEG. Donc, cette carence en vitamine B6 se caractérise beaucoup plus par des troubles neurologiques. Les causes se vers la malabsorption, l'alcoolisme, les maladies rénales ou encore les médicaments tels que les corticoïdes, tels que la dexaméthasone ou les antiépileptiques tels que le phénobarbital. Concernant la carence en vitamine B8 ou biotine, se caractérise par des troubles cutanés, la fatigue, la dépression, les douleurs musculaires et peut provenir, comme pour les autres, d'un apport insuffisant ou d'un trouble de l'absorption dû à une maladie digestive ou à une surconsommation de blanc d'œuf cru. Donc la surconsommation de blanc d'œuf cru peut causer une carence en vitamine B8 ou encore l'alcoolisme, comme pour les autres vitamines B. La carence en acide folique peut se caractériser par des symptômes tels que la diarrhée, la perte de poids, les palpitations cardiaques, les maux de tête et surtout une anémie macrocytaire. Et chez le fœtus, elle peut se caractériser par une anomalie du tube neural, sachant que le tube neural est l'ébauche du système nerveux du fœtus lorsqu'il sera davantage développé. Donc cela peut se traduire plus tard par des dysfonctionnements ou des troubles ou des déficiences du système nerveux de l'enfant après la naissance. Il peut être dû à un apport insuffisant, une malabsorption, à l'alcoolisme ou encore à la grossesse. C'est pour ça qu'il est indiqué, il est recommandé aux femmes enceintes de prendre, il est même prescrit aux femmes enceintes de prendre la vitamine B9. Elle peut aussi être due à des médicaments tels que les antifoliques. On peut citer par exemple le méthotrexate qui est un anticancéreux ou le triméthoprim qui est un anti-infectieux ou encore le phénobarbital qui est un anti-épileptique. Terminons avec la carence en vitamine B12 qui se caractérise surtout par une anémie macrocytaire puisque la vitamine B12 est une vitamine antimégaloblastique, donc elle a pour rôle de faire en sorte que les hématies se développent ou bien les hématies arrivent à maturité avec leur taille normale qui est une taille petite comparée à la taille de leur précurseur dans la moelle osseuse lorsqu'ils sont formés. Donc la carence en vitamine B12 peut aussi entraîner la fatigue, la perte de poids, la pâleur, des neuropathies, une hépatomégalie, donc une prise de volume du foie ou une splénomégalie, une augmentation du volume de la rate, ainsi que des palpitations. Donc, elle peut être causée par un apport insuffisant ou alors une malabsorption de la vitamine B12. Et cette malabsorption de la vitamine B12 peut être due à une diminution de l'acide gastrique dans l'estomac, à une gastrectomie, donc une résection, le fait qu'on enlève l'estomac par chirurgie ou une partie de l'estomac par chirurgie. Cette malabsorption peut aussi être causée par des maladies inflammatoires de l'intestin. La carence en vitamine B12 peut provenir des médicaments tels que les antiacides ou encore de la metformine qui est un antidiabétique oral ou encore du régime végétalien. Il faut préciser que la vitamine B12 ne se trouve dans aucun aliment d'origine végétale. On ne trouve pas de vitamine B12 ni dans les fruits ni dans les légumes. La vitamine B12 ne se trouve que dans les aliments d'origine animale. Donc pour ceux qui ont un régime végétalien strict, c'est-à-dire constitué uniquement d'aliments d'origine végétale, ils courent le risque de développer une carence aiguë en vitamine B12. Et donc il leur serait recommandé de prendre une supplémentation en vitamine B12. Parlant du surdosage en vitamine B, il faut dire que le surdosage est extrêmement rare. Mais dans les cas où c'est arrivé, on a noté des troubles digestifs et des troubles neurologiques. Dans le cadre de la thérapie médicamenteuse, les vitamines B interviennent dans le traitement de beaucoup de conditions physiopathologiques. La vitamine B1, comme nous l'avons vu, la carence entraîne le beriberi, donc la vitamine B1 soigne effectivement le beriberi et est aussi indiquée dans les cas d'alcoolisme chronique, de fatigue, puisque nous avons vu qu'elle contribue à la réduction de la fatigue et elle est aussi impliquée dans le traitement des neuropathies. Nous allons revenir dessus dans quelques instants. La vitamine B2 est impliquée dans les migraines. Certaines études ont fait montre de ce qu'elle pourrait réduire la survenue et l'intensité des migraines, même si ces études sont un peu mitigées, mais du moins elle serait quand même impliquée dans la réduction des migraines et aussi des neuropathies. La carence en vitamine B3 entraîne la pellagra, donc la vitamine B3 est logiquement indiquée dans la pellagra et comme nous l'avons vu, qu'elle a un effet hypocholestérolémien,
elle pourrait être indiquée en cas d'hypercholestérolémie. Donc si vous avez des taux de lipides, notamment de cholestérol élevés dans le sang, ce ne serait pas une mauvaise idée de prendre de temps en temps de la vitamine B3. La vitamine B5 est utilisée dans les cas d'irritation cutanée, acide pantothénique, dans les cas de dyslipidémie, d'excès de lipides dans le sang. Dans les cas d'irritation cutanée notamment, je pense à Bepanthen, qui est une marque assez connue, qui est une crème. C'est vrai qu'il y en a aussi en comprimé, mais généralement les gens la connaissent sous forme de crème, qui contient du dexpanthénol, qui est de la vitamine B5 et qui est utilisée dans les irritations cutanées, notamment dans les érythèmes fessiers des nourrissons. La vitamine B6 est indiquée dans les cas de neuropathie et elle aurait des propriétés intéressantes dans le cas des nausées dues à la grossesse. La vitamine B8 ou biotine est indiquée très souvent dans les cas d'alopécie, donc de chute de cheveux, ou dans les cas d'acné ou d'ongles fragiles qui sont des problèmes de la peau. Comme nous l'avons vu, c'est une vitamine de la peau. Elle est très importante dans le maintien d'une peau saine. Donc pour tous les problèmes de peau, elle pourrait contribuer à améliorer la santé, à améliorer l'aspect ou améliorer le fonctionnement optimal de la peau ou des cheveux ou des ongles. La vitamine B9 et la vitamine B12 sont logiquement indiquées en cas d'anémie. Comme nous l'avons vu, une carence en ces vitamines pourrait entraîner une anémie macrocytaire. Et la vitamine B9 notamment, comme j'en parlais, est indiquée et prescrite aux femmes enceintes, surtout au premier trimestre, dans le cadre du développement du tube neural de leur fœtus, qui sera par la suite le système nerveux de l'enfant lorsque il va se développer davantage et lorsqu'il va naître. Donc concernant la neuropathie, je dis que j'allais revenir dessus et les vitamines B sont très importantes dans la prise en charge des neuropathies. Il y a beaucoup de spécialités qui en contiennent comme le principe B4, comme le complexe de vitamines B5, comme le neurobion. Donc ce sont des vitamines qui ont un rôle de neurorelaxation, notamment pour les gens qui ont des douleurs neuropathiques, par exemple les lombalgies ou les problèmes de douleurs liés au nerf sciatique. Donc ce sont des vitamines qui sont souvent retrouvées dans les associations de médicaments qui sont prescrits ou qui sont conseillés, recommandés pour les patients qui souffrent de neuropathie. Parce qu'elles ont un rôle très intéressant, elles sont très efficaces dans la prise en charge de ces douleurs neurologiques. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous recommande de regarder d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo et à partager autour de vous afin de permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces précieux conseils. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ma série sur les vitamines, notamment avec la prochaine vidéo qui portera sur la vitamine C. D'ici là, portez-vous bien.